C'est quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit ils ont trouvé Christophe dans un fossé. Il est décédé, mais il n'a plus de tête et il y a une botte sur la tête. Donc tout de suite, je me suis dit pour moi, c'est les emmerdes. Je me fais traiter d'assassin. Quick, t'es le coupeur de tête. Un jour ou l'autre, tu te feras voir, on te poissera. Je vais vous raconter, mais il ne faudra pas que ça dure pendant 3 heures, parce que là, c'est une histoire de fou. Pas une histoire de fou, parce qu'il a perdu la tête, mais je m'appelle Dominique Maillet et j'ai été accusé à tort d'avoir coupé la tête de Christophe Gloire. Ma vie, elle était hyper cool. J'avais du boulot par-dessus la tête, j'avais une bonne clientèle et tout. Ma femme était médecin. Dans mon couple, avec mon gamin, tout allait très bien. J'aimais sortir, j'aimais danser, j'étais un bon danseur. J'aimais la chasse. Alors je mettais du gibier sur mon toit de 4x4 et puis pour les narguer, quoi. Mais c'était pas méchant, c'était pour leur faire voir que moi j'étais capable et eux ils n'étaient pas capables, quoi. Avec Christophe, on était surtout compagnons de chasse. Il est venu me trouver, il me dit « Ouais, je ne pourrais pas chasser, est-ce que tu pourrais me prendre ?» Et c'est comme... Voilà, ma pitié m'a porté la poisse. On se voyait une fois par semaine. Christophe, il était vif, il était acharné, mais pas un mauvais gars. On a fait des belles chasses ensemble. J'ai gardé des très bons souvenirs avec Christophe. On a passé des bons moments. Pour moi, tout était merveilleux. Et puis d'un seul coup, crac, hop, ça a été tout a basculé. Puis le 25 décembre, tout bascule pour moi. C'est quelqu'un qui m'a appelé. Je ne me rappelle plus de son nom parce que depuis le temps, et qui m'a dit ils ont trouvé Christophe dans un fossé. Il est décédé. Mais il a la botte sur la tête. Il a plus de tête et il y a une botte sur la tête. Ça m'a fait mal parce que pour moi, ça serait un accident de chasse, une balle perdue, ça peut arriver. Mais là, c'est quelqu'un qui lui en voulait vraiment, quoi. Enfin, je suppose pour faire ça, il ne méritait pas ça. C'est atroce. Pour faire ça, je pense que, je ne sais pas, les gens qui ont fait ça, je ne sais pas comment ils font pour vivre avec ça. Mais moi, je suis incapable de découper une pièce de gibier. Hein. Et ça, il y en a plusieurs qui peuvent le témoigner, même aujourd'hui encore. Donc tout de suite, je me suis dit, pour moi, c'est les emmerdes. Parce que Christophe chassait avec moi. Je suis allé à la gendarmerie à Vichy. Et donc d'entrée, ils m'ont dit, garde à vue. Je me demandais pourquoi j'allais en garde à vue. Et bien sûr, mais comme ils avaient interrogé tous les autres avant, ils m'ont tous chargé, je pense. Ils m'accusent d'avoir pris la chienne et je l'ai tuée pour pas lui rendre la chienne. Alors que sa chienne, elle était bonne, mais sans plus, quoi. Pas meilleure qu'une autre, pas meilleure que les miennes. J'aurais toujours dit que moi, j'avais rien à voir avec ça. Au départ, le tort que j'ai eu, c'est que j'ai pas pris d'avocat. Moi, j'avais rien à me reprocher. Pendant la garde à vue, je me suis fait taper dessus et il me frappait pour me dire, pour me faire avouer. Et moi, je vais pas. Peut-être qu'il y a des gens, je comprends qu'il y a des gens qui avouent quand ils se font taper dessus et puis après ils se rétractent. Mais quand on n'est pas coupable, on n'a pas avoué. Puis eux, ils sont malins, ils se relaient toutes les demi-heures. Hein, toutes les demi-heures, ils se relaient et puis l'autre, il recommence. Et puis après, au bout de 36 heures, ils m'ont libéré. Ils vont dire à ma femme que j'ai tout avoué. Et elle leur répond non, il est incapable de faire ça. C'est du pipeau, ils n'avaient rien à se mettre sous la dent. Et si j'avais pu avouer, pour eux, c'était affaire bouclée, on n'a pas le fait. Mais ils n'ont jamais rien trouvé. Et le lendemain matin, ils regardaient, tous les gens m'accusaient. Je me fais traiter d'assassin, il fâche passer assassin, quick, t'es le coupeur de tête, un jour ou l'autre tu te feras voir, on te coincera, quick, je n'ai jamais compris, coupeur de tête, oui. Je n'ai pas la tête. Plus personne ne me parle, hein, d'un jour à l'autre, plus personne ne me parle. Tout le monde m'évite. J'ai reçu des menaces et ils ont été voir tous mes clients en disant on est à peu près sûr que c'est lui.
Et c'est de là que j'ai perdu toute ma clientèle. J'avais un fichier quand même de plus de 100 clients et 5 jours après, je me suis retrouvé avec 4-5 clients. Voilà, c'est tout. Ben, ils ne voulaient plus me voir parce que j'étais, en principe, le coupable. Donc, moi, je me mets à la place des gens. Ils avaient peur de se faire critiquer, dire « ouais, tu travailles avec un assassin », un truc comme ça et tout. Je fais un chantier, j'ai une voiture de gendarmerie tous les jours qui vient pour que je puisse finir mon chantier. Et c'est de là que j'ai fait autre chose. Je me recycle. Je fais de la découpe de béton après et de la démolition. C'est difficile, mais j'avais un gamin qui était en bas âge. Gabriel était en bas âge. Et donc je voulais qu'il ait un père et puis que je puisse subvenir à ses besoins. Avec ma famille, alors tout était, il me chargeait. Même ma mère à l'époque, elle a dit que j'étais capable de faire ça. Mais pourquoi elle vous aide? Ah bref. Pourquoi C'était quoi ces raisons? Ben, jaloux d'avoir un fils qui soit arrivé à quelque chose, peut-être, je ne sais pas. Et puis, mes frères et sœurs derrière ont peut-être dit il faut dire ça, mais elle l'a dit. Ça venait de si bas pour monter si haut que ça ne m'a jamais rien fait. Je voudrais que ça en finisse pour savoir la vérité. Pour savoir la vérité, je ne sais pas ce qu'il faut faire. On ne trouvera peut-être jamais, je ne sais pas, mais j'ai soif de vérité. Pas de vengeance, hein, c'est pas de la vengeance que je veux. Moi, je veux bien qu'on continue, mais au bout d'un moment, moi, ça me... Non. Et dans l'histoire, j'en ai perdu mon gamin, et c'est ça. Il s'est pendu. Il y avait un ras-le-bol. Il n'y a peut-être pas que l'histoire noire, mais ça y a contribué pour beaucoup. Si je vous disais que ma vie est facile aujourd'hui, je vous mentirais. Et des fois, j'ai envie de voir personne. J'ai envie de rester seul. Moi, je vais rendre service des fois, mais j'ai plus la niaque que j'avais dans le temps. Et qu'aujourd'hui, on en est toujours au même stade. Et c'est ce que je trouve pas normal. Donc à l'époque, si ça avait été fait comme il faut, pour moi, je pense que l'affaire aurait été élucidée plus vite que ça. Je veux la vérité, je veux que la justice soit rendue. Mais je ne sais pas, on ne saura peut-être jamais. Pour moi, c'est déjà pas facile. Hein. Une petite de 4 ans qui a des traces d'agression dit « voilà, c'est le maître, il m'a fait ça, il m'a gratté le kiki ». Là, j'y comprends plus rien. C'est le cauchemar petit à petit. Je suis vraiment passé dans une essoreuse, je ne sais plus où est le haut, le bas, je suis vraiment abattu. Je m'appelle Éric Péclet, je suis enseignant et j'ai été accusé à tort d'avoir agressé sexuellement une élève de maternelle. Je suis enseignant depuis 2007 et pendant ma carrière, j'ai été enseignant et à la fois directeur des écoles dans lesquelles j'ai enseigné. Le lundi 14 novembre, j'arrive pour un remplacement de 2 semaines pour remplacer une directrice en formation à une école maternelle à Genlis. Cette première journée se passe très bien. On passe la matinée en faisant une répétition puisqu'on va approcher des fêtes de Noël et on profite que j'ai une guitare pour faire chanter à l'ensemble des élèves de l'école des chants de Noël. Donc une fois de plus, un moment très convivial et très sympathique. Si ce n'est un coup de fil de mon inspecteur de l'éducation le soir, qui m'intrigue, et il me demande simplement est-ce que je notais quelque chose de particulier, je lui dis que non.
Et donc il me dit, bon bah pas de souci, il raccroche. Et finalement, le lendemain, il me rappelle tôt avant que je parte pour tenir la classe, pour me dire finalement, on envoie quelqu'un d'autre, venez me voir à l'inspection académique. Quand j'arrive dans le bureau de mon inspecteur, il ne tourne pas autour du pot, il m'explique rapidement que du sang a été retrouvé, des gouttes de sang, moi à ce moment-là c'est gouttes de sang que je retiens, a été retrouvé dans la culotte d'une enfant le lundi soir et que la petite aurait parlé d'un monsieur dans les toilettes. Au moment où l'inspecteur me parle de cette goutte de sang et d'un monsieur dans les toilettes, je sais que j'ai tenu la classe toute la journée, je sais que si l'inspecteur m'appelle dans son bureau, c'est qu'évidemment, il y a un soupçon général qui plane. Et quand on est un homme et qu'on enseigne, c'est un petit peu l'épée de Damoclès auquel on essaye de ne pas penser tous les jours, mais qui est là. Si je comprends bien à ce moment-là, la maman de la petite en question est gendarme, et elle explique que le mercredi soir, sa petite lui aurait confié qu'on lui a gratté le kiki, et apparemment elle dit que c'est son maître qui l'a fait, et là elle porte plainte nominativement contre moi. Il y a l'expression qui est avoir la nausée, mais c'est vrai que c'est une expression qui est réelle dans des moments comme ça. On a vraiment envie de vomir, c'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau du ventre. Le jeudi matin, donc, je suis en entretien avec l'inspecteur et l'après-midi du jeudi même, je suis convoqué au rectorat pour signer ma suspension. Et donc, à la sortie du rectorat, 2 agents civils m'attendent et tout ce qui s'ensuit, c'est vraiment un enlèvement. On est d'un seul coup happé et on disparaît. Donc, je laisse ma fille que je devais aller chercher au lycée, je laisse ma voiture sur un parking et je disparais. Donc, ils me font monter en voiture. Là, les portes se ferment. Je suis désormais en garde à vue pour le viol d'une petite de 4 ans. Là, on parle de viol. Donc, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi pas triple meurtre pendant qu'on y est, quoi. Viol d'une gamine ce jour-là, ça me paraît aberrant. Et donc, je me retrouve en garde à vue. Je passe une première nuit en cellule, je me dis c'est quand même dingue. Je me retrouve dans une cellule comme un délinquant. À ce moment-là, je suis plutôt remonté. Je me dis c'est quand même scandaleux, tout ça parce qu'une maman est gendarme, il y a tout ce dispositif-là. Et je vais être en garde à vue jusqu'au samedi matin. Je suis persuadé à ce moment-là que la petite n'a rien. Seulement le vendredi matin, je demande, alors est-ce que vous pouvez me dire, cette petite, est-ce qu'elle a vraiment été agressée ou pas? Le gendarme en face de moi me dit, mais bien sûr, la petite a vu un médecin, elle a des traces d'agression, de viol. C'est là que ça y est, je comprends le cauchemar dans lequel je suis. Et là, d'un seul coup, je ne sais plus où je vais. Et je me dis, il y a une petite qui a des marques d'agression. Et là, je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Petit à petit, on me met face à des accusations de l'enfant. Il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du tout dans les paroles de l'enfant. J'aurais agressé soudainement la petite dans, je crois, un coin cuisine de la classe quand sans personne ne puisse voir. Et dans le dossier, il va y avoir un moment, il est question des toilettes, un autre moment, donc ce lieu-là, un moment, il est question d'une salle de jeu. Ça va varier selon les interlocuteurs. C'est une catastrophe, j'y comprends vraiment rien. C'est le cauchemar petit à petit. On rentre vraiment doucement dans quelque chose où on perd pied. Et après la garde à vue, qui s'arrête donc le samedi matin, où je suis vraiment passé dans une essoreuse, je ne sais plus où est le haut, le bas, je suis vraiment abattu. Je suis présenté devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance. Il va me parler de photos de petites filles qu'on a retrouvées sur mon ordinateur.
Je n'y comprends rien puisque je ne peux même pas expliquer, on ne me donne aucun élément pour pouvoir, on ne me les montre pas et donc je ne peux pas les expliquer. Même si mon avocate à ce moment-là a bien fait le boulot en démontant chacun des éléments, on m'annonce qu'on statue sur le fait que je parte en détention. Je vais me retrouver effectivement dans une cellule de la maison d'arrêt de Dijon, sans aucun accès, sans téléphone, et je suis tout seul dans ma cellule avec des idées noires, parce qu'à ce moment-là, on n'a que des idées noires. Quand j'arrive en prison, je suis accueilli par un chef de bâtiment qui me conseille de m'inventer une histoire, parce qu'il dit évidemment, vous imaginez bien que vous êtes en danger avec les raisons de votre incarcération. Malheureusement, je vais quand même être identifié par les autres détenus. À un moment donné, j'ai mon co-détenu qui va me dire, écoute, là je reviens de la promenade, il ne faut plus que tu sortes, parce qu'ils savent, ils t'ont identifié, ils veulent te faire la peau. Je suis pris à partie par les autres détenus et je ne vais plus pouvoir sortir de ma cellule de 8-10 mètres carrés. Je ne reverrai pas mes enfants avant le 23 décembre de mémoire, qui va être enfin le moment où je vais pouvoir les retrouver, donc plus d'un mois sans mes enfants. À un moment donné, un changement de ton assez incompréhensible. Au bout de 4 mois, le 24 mars 2017, je suis enfin libéré. Il y a dans le dossier une analyse ADN qui montre que sur la culotte de la petite, il y a donc une tache de sang de 7 cm sur 2,5, donc une belle tache de sang, mais qu'ils ont trouvé une tache de taille similaire sur la tache de sang, une tache de sperme qui, après analyse, appartient à la lignée paternelle. Donc évidemment, quand je découvre cette analyse, c'est miraculeux pour moi. On a un élément incontournable et indiscutable qui identifie l'auteur de l'agression. Cette analyse ADN montre que donc il y a un sperme de la lignée paternelle qui pourrait correspondre au père, à l'oncle ou au grand-père, sauf que l'oncle et le grand-père ne sont pas là au moment des faits. Il n'y a finalement que le père qui est présent et qui peut avoir commis l'agression. Pourtant, le juge va dire, non-lieu général, on ne peut pas savoir, la pièce de l'ADN ne suffit pas, du sperme dans du sang d'un viol n'est pas suffisant pour incriminer quelqu'un. Il y a l'idée que, après tout, comme la culotte a peut-être été dans une panière à linge en même temps que d'autres vêtements, peut-être qu'il y a eu un transfert secondaire sur la culotte. Le non-lieu signifie il n'y a pas lieu de continuer dans une affaire parce qu'il n'y a pas d'éléments suffisants. On ne poursuit pas, ça s'appelle un non-lieu et donc chacun retourne chez soi. Et donc là, il n'y aura rien, il n'y aura pas de coupable, mais ça veut dire qu'il n'y aura pas d'innocent non plus. Qu'est-ce qui en fait vous disculpe et vous fait vous libérer de prison? On sait très bien avec mon avocat actuel que la seule vraie chose qui a permis que le poids considérable qui était sur mes épaules s'allège, c'est vraiment ces analyses-là. Pour le coup, les histoires de photos de petites filles, il s'agissait simplement de travail d'art plastique par groupe. C'est juste un groupe de 7 élèves filles qui ont décidé de se mettre entre copines. Et donc quand je vois ça, je me dis voilà, on a réussi à trouver le moyen de rassembler les deux mots photo et petite fille. Voilà, on a retrouvé des photos de petites filles sur une carte SD. Jusqu'à présent, je n'ai toujours été que le seul qui a été mis en examen dans cette histoire. Ce qu'on pourrait attendre et espérer,
c'est qu'on confirme mon non-lieu. On se dit un après, ça ne va pas être possible. On est persuadé qu'après une violence pareille, on ne va jamais s'en remettre. Avant, je voulais que la vérité soit faite. Maintenant, j'ai bien compris. On n'arrive à rien obtenir. Tout ce que je veux, c'est tourner la page. Pouvoir, avec ma famille, ne plus penser à cette affaire, une fois pour toutes, et reprendre notre chemin. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai pas voulu réenseigner en classe. Donc, on m'a trouvé un poste au rectorat de Dijon, où je suis conseiller en numérique. Et donc, c'est un métier qui me plaît bien. Et ouais, à un moment donné, j'aurais aimé avoir des réponses, mais je sais que je les aurais pas. Il est temps maintenant que l'affaire soit derrière nous.